Pierre Chaunu, les mardis de la mémoire. Et vous retrouvez le commandant Huan, que je ne vous présente pas, puisque c'est maintenant, il vous est tout à fait familier. Le commandant Huan est un historien c'est un marin d'abord, puis c'est un historien de la guerre, de l'histoire assez contemporaine. Et nous lui devons beaucoup de choses, mais tout particulièrement tout un ensemble d'études autour de l'amiral Darlan, et notamment, après la grande biographie qu'il a fait avec Hervé Couteau-Bégari, ses lettres et notes de l'amiral Darlan, cette somptueuse publication de 800 pages, extrêmement dense, et qui nous apporte tant d'éléments totalement nouveaux, totalement enfuis, totalement perdus sous la terre d'ailleurs pour beaucoup de ces papiers. Donc, lettres et notes de l'amiral Darlan, publiées chez Economica et au Mémorial de Corps-Normandie. Et puis, il nous a présenté la semaine dernière, mais nous allons nous appuyer à nouveau sur son travail, le travail de cet historien allemand, Kraut-Kramer, sur Vichy 1940, le chemin de la France au tournant de l'Alguer, Alger 1942. Et c'est un ouvrage de 434 pages qui a été traduit de l'allemand et qui est publié également par Economica et le Mémorial de Corps-Normandie. 434 pages, 185 francs. Ce sont là deux livres tout à fait importants. Commandant, donc, nous avons essayé la semaine dernière de comprendre 40. Et vous nous avez apporté un certain nombre de réflexions qui sont fort intéressantes, qui ne sont pas totalement, mais je crois que peu de gens ce sont des idées qu'on a entrevues, mais je crois que la présentation que vous nous en avez faite reste originale. Elle me paraît d'ailleurs frapper au coin du bon sens. Je pense qu'elle n'est pas très loin de quelque chose qui ressemble à la vérité. C'est-à-dire une vérité qui est approximative, comme ça, tâtonnante, parce que les hommes vivent en tâtonnant, hein. Ils ne savent pas la suite. Et ça, c'est une des choses qui me paraît ce que j'ai enseigné quand j'avais des étudiants. Je leur disais toujours, mes enfants, quand vous lisez un texte, tâchez de bien savoir ce qui s'est passé avant, parce que eux, ils le savent, et surtout, ils savent quelque chose qui est peut-être un passé lointain pour vous, mais qui pour eux est un passé tout frais. Par contre, ils ne savent pas la suite. Est-ce que vous savez la suite ? Non. Donc, ils ne savent pas la suite. Ils peuvent avoir une idée, naturellement, de ce qui va se passer. En gros, par exemple, commandant, nous savons que, sans nous tromper, que dans 50 ans, vous et moi, nous serons morts. N'est-ce pas ? Ça, je crois que c'est une chose que l'on peut dire sans ce qu'on appelle, sans aucun risque d'erreur. Mais sauf le fait que dans 50 ans, nous serons morts, c'est évident. Le reste, bon, j'ai annoncé sur ces ondes, je suis assez fier d'ailleurs, que très vraisemblablement l'URSS se serait effondrée avant l'an 2000. Je l'ai dit en 1988. Je n'avais pas prévu naturellement que ça se passerait aussi vite. Je suis pas quand même encore comme assez fier, si vous voulez, d'avoir donné une prévision sur 12 ans. Mais de toute façon, on ne sait pas la suite. Par conséquent, je crois qu'il faut reprendre les choses et essayer de juger un peu plus modestement, c'est-à-dire en sachant que la vie se fait en tâtonnant. Même les politiques ne peuvent pas prévoir l'avenir. Donc, on a compris, on a essayé de dégager comment on a pu arriver à cet armistice. Et vous nous avez montré d'ailleurs qu'il y avait une part d'improvisation, d'un côté comme de l'autre, que finalement, paradoxalement, les gens font la guerre, ils ne semblent pas toujours prévoir la façon de la terminer. Et votre sentiment, par conséquent, sur cette... la France est réduite, elle n'a plus beaucoup de force. Les 2/5 du territoire ne sont pas occupés directement. Ça représente, si mes souvenirs sont exacts, ça fait 13 millions d'habitants, 29 dans la partie au nord, donc c'est quand même deux moitiés assez inégales.
Ils sont surtout totalement inégales du point de vue économique. Totalement inégales du point de vue économique. Puis il y a l'Empire. Le Nord a besoin du Sud et le Sud a besoin du Nord pour vivre. Voilà, Ça, donc c'est très important. Et puis ça a été coupé un petit peu artificiellement. Puis naturellement le pays est dépecé, c'est-à-dire que l'Alsace-Lorraine a été annexée. Il y a une protestation de Vichy, mais ils ne peuvent pas faire autre chose, c'est évident. Et entre parenthèses, c'est une bénédiction que l'Alsace-Lorraine ait été annexée. Parce que de toute façon, je veux dire que les Alsaciens avaient quelques états d'âme, mais alors au bout de quelques mois, ils n'en auront plus du tout. Et ça, il est incontestable que Hitler nous a rendu énormément de services, notamment là en Alsace. On peut dire qu'il a exterminé l'autonomisme alsacien pour jusqu'à parce que ça, alors là, vraiment, ce régime, ils l'ont eu de très près et ils l'ont pris en horreur. Il faut dire plus on est proche de ce régime, plus on le prend en horreur. Donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est beaucoup plus anti-allemand dans la zone occupée que naturellement dans la zone non occupée. Donc, vous avez le sentiment que, vous m'avez dit tout à l'heure, c'était dans une conversation en aparté, vous m'avez dit que vous avez le sentiment que Vichy, quand même, n'a pas toujours, finalement, peut-être aurait-il pu résister un peu plus. Montrer plus de caractère dans les exigences allemandes. Oui. Il est certain qu'il y avait, je crois, une erreur d'analyse des deux côtés, à savoir que le gouvernement de Vichy avait été certainement très traumatisé par, comme on dit, la défaite de 1940, et ils avaient vraiment le sentiment que le potentiel militaire allemand était quelque chose d'absolument irrésistible, et ils redoutaient toujours des réactions très violentes. Alors que de son côté, Hitler raisonnait, pourrait-on dire, un peu d'une manière inverse. Lui, il était tout à fait persuadé que les Français restaient l'ennemi héréditaire, qu'ils ne changeraient jamais, quelles que soient les déclarations des dirigeants, bien sûr. Et il avait toujours très très peur. En particulier, il est certain que dès que Weygand a été nommé comme délégué général du gouvernement en Afrique du Nord, il a été terriblement inquiet, et ça, très souvent... il y a des raisons d'ailleurs d'être inquiet. Il avait d'ailleurs parce que, incontestablement, Weygand ne lui voulait pas de bien, ça c'est sûr. Weygand ne lui voulait pas de bien, et il est absolument certain que Weygand, très vite, a contribué à remonter le moral de l'armée française. Non seulement le moral, mais même le matériel. Enfin, il a fait tout ce qu'il pouvait faire, ça, il n'y a absolument aucun doute, tout le monde est bien d'accord sur ce sens. Et je crois que Hitler en a pris naturellement très vite conscience. Et alors, dans les documents allemands de la fin 40, on voit apparaître très très souvent des réflexions de Hitler qui indiquent visiblement les rapports qu'il reçoit traduisent une certaine montée en puissance de la personnalité de Darlan, au point d'ailleurs que au moment où l'armée italienne va être battue à plat de couture pour la première fois en décembre 40 par l'armée italienne, et que en fin de compte le maréchal par l'armée grecque, vous voulez dire? Non, en décembre 40 en Tripolitaine. Par les Anglais. Le maréchal Wavell va occuper toute la Cyrénaïque. Oui, d'accord. Lorsque les Italiens ont été... Parce que, non, mais lorsque les Italiens ont été vaincus par les Anglais. Voilà, il se passe deux choses. Simultanément, le maréchal Wavell avance avec ses troupes en Cyrénaïque, capture 300 000 prisonniers italiens, je ne sais combien de généraux, etc. L'armée grecque est en train de remporter aussi une victoire. Penser à tous les Italiens. Donc la situation se détériore considérablement, et il observe justement à ce moment-là que c'est le moment où Weygand monte en puissance en Afrique. Et on disait à ce moment-là, les macaronis sont cuits, amenez les frites. C'est ça, amenez les frites. Et alors, il se passe une chose qui est assez peu connue. Hitler prend pratiquement la décision d'occuper la zone libre. Il fait établir des plans, n'est-ce pas, en premier lieu, et puis il rédige son fameux ordre là qui va appeler l'opération Attila pour s'emparer de la zone libre, et en particulier de la flotte de Toulon. C'est joli dire comme expression Attila, n'est-ce pas? Ça traduit bien, enfin, c'est ça la délicatesse de l'intention. Ça fait rêver, oui. Et alors il commence déjà à donner des directives, et les troupes commencent à se mettre en place pour descendre dans la vallée du Rhône, et d'une part à partir de Châlons, Dijon, et d'autre part pour partir de Bordeaux en direction de Montpellier.
Et naturellement, le gouvernement français, qui a quand même des informateurs, lui aussi apprend ces événements. Et des directives sont données à la flotte pour que la flotte puisse passer en Afrique du Nord. Weygand est informé et Weygand met les côtes d'Algérie et les côtes de Tunisie en état de défense maximum dans l'éventualité d'une action de nos ex-ennemis. Et l'aviation commence à faire des raids en Méditerranée, en direction de la Sardaigne, en direction de la Sicile, pour voir si, effectivement, on ne va pas voir arriver des troupes italiennes ou des troupes allemandes qui viendraient débarquer en Tunisie pour aller donner la main aux troupes italiennes et qui sont dans le sud. Bon, on sait que c'est au mois de décembre, 1er janvier 41. Le gouvernement de Vichy, d'ailleurs, lui-même, réquisitionne. Et ça, à ce moment-là, c'est après le débarquement de Laval. Le débarquement de Laval intervient, d'ailleurs, à ce moment-là. C'est le 13 décembre. Vendredi 13, comme par hasard. Alors, le débarquement de Laval intervient sur ces entrefaites, ce qui renforce encore plus la conviction, bien sûr, de Hitler que les Français sont en train de faire un mauvais coup. D'autre part, on a aussi entrepris des négociations à Madrid à ce moment-là avec les Britanniques pour essayer d'obtenir des autorisations de ravitaillement de la zone libre. Alors, aux yeux de Hitler, tout ça, c'est tout à fait organisé. Weygand monte en puissance, les Français reprennent contact avec les Britanniques, les Italiens sont en train de s'effondrer, les Français... Et l'armée d'armistice marche sur Berlin. L'armée d'armistice, c'est ça, repart, et les Français, poussés par les Britanniques, repartent en guerre contre nous. Donc, je prends des mesures de précaution et j'occupe la zone libre. Bon, en fait, les Italiens vont quand même réussir à sauver le minimum, n'est-ce pas? Et puis, en définitive, c'est quand même une décision politique extrêmement grave, puisque simultanément, il a préparé aussi l'invasion de la Russie. Alors, il considère qu'il vaut mieux que la zone de Vichy et de l'Afrique du Nord reste neutre, et en définitive, il n'intervient pas. Sinon, effectivement, on repartait en guerre d'une manière complète, bien sûr. Et la flotte lui échappait, parce qu'il n'avait aucun moyen pour l'en empêcher. Absolument pas. Oui, alors ça, c'est peut-être dommage, enfin, que ça ne soit pas passé comme ça, mais de toute façon, oui, c'est vrai. Mais là, il est quand même, parce qu'il est coincé dans ses terres, et à votre avis, il a toujours eu l'intention d'en découdre avec la Russie, avec l'URSS. Il a quand même suivi, d'une façon générale, tout ce qu'il avait écrit dans Mein Kampf. Donc, ça n'est pas... Mais dans Mein Kampf, il n'avait pas prévu la guerre, il avait prévu que ça s'effondrerait tout seul. Oui, mais il le pensait aussi en 1941 que ça allait... Et d'ailleurs, c'est un peu vrai au début quand même. L'armée russe a subi tels échecs. Non, mais je veux dire, il avait pensé que tout s'effondrerait, que tout serait facile, n'est-ce pas? Oui, et puis par la suite, je crois qu'il y a un deuxième livre, mais qui n'a pas sorti. De toute manière, c'est ça. Il sait quand même pas très bien ce qu'il veut. Et il y a une sorte de désir récurrent aussi je pense jusqu'à l'attaque contre la Russie, il doit y avoir de temps en temps un désir récurrent de faire du moins une paix momentanée avec l'Angleterre. Mais si c'est bien que c'est pas beaucoup d'illusions. Il est certain que l'affaire... c'est la fameuse affaire... La fameuse affaire n'est pas encore complètement éclaircie, c'est vrai. Rudolf Hess. L'affaire Rudolf Hess, bien sûr, oui. Bien sûr que Rudolf Hess n'est pas parti comme ça. Enfin, voilà. Encore qu'il y a la fameuse scène que vous aviez décrite dans votre biographie de Darlan. Le jour où Darlan est allé faire une visite au Führer, c'est le jour où il n'était pas dans son assiette. Visiblement, oui. Non, parce que c'est là que c'est le jour où il avait appris. Et je crois que même ils l'ont appris par la radio en revenant, il me semble. Il l'a appris dans l'après-midi. Non, c'est dans l'après-midi, c'est ça, dans une conversation. Mais qu'est-ce que c'est Abetz qui leur a dit ça, je crois, non? Ça ne doit pas être Abetz qui lui a dit. Comment ont-ils appris? Parce qu'il y a quelqu'un qui leur a dit que l'avion s'était envolé, oui, qu'il était parti en direction de l'Angleterre. Oui, je crois qu'ils l'ont su par les services allemands eux-mêmes, oui, ou par les... Il me semble que ce sont les Allemands eux-mêmes qui leur ont dit. Oui, alors là, évidemment, il était un peu troublé. C'est sûr, oui.
Un peu troublé. Il est quand même là-dedans, dans cette masse. Et alors finalement, il décide, n'est-ce pas, d'aller... mais à votre avis, puisque là aussi il y a des documents qui tombent, nous allons avoir d'ailleurs un colloque au mois de décembre, à Caen, ça va être passionnant, enfin le colloque sur l'année 42. Et puis déjà l'année dernière c'était passionnant parce que nous avons des historiens russes qui commencent à se déballer, enfin à dire, enfin bon d'accord, que 2 et 2 ça fait quand même plutôt 4 et non pas 25. Bon, mais l'idée que les Russes avaient l'intention d'attaquer, pas tout de suite, mais peut-être plus tard. Oh, oui, on l'a dit, mais c'est peu probable. Parce qu'ils étaient en pleine évolution économique, eux aussi. Ils étaient au milieu du 3e plan quinquennal, qui prévoyait quand même des constructions militaires très importantes. Et ces constructions n'ont pas pu être conduites à terme, bien sûr. Donc, ils n'ont pas véritablement déclaré la guerre dans une position technique assez forte. Ils n'avaient pas assez d'avions modernes à ce moment-là. Ils n'avaient pas assez de chars modernes. Et toutes ces choses intervenaient. Et puis d'autre part, à la suite de toutes les purges qu'il y avait eu, qui ont été colossales, ils avaient eu besoin de reformer leur cadre, donc de développer l'instruction. Donc vous écartez cette thèse qui a été... dans les grands déballages actuels. Il y a eu des plans peut-être de fait, oui, mais ça des c'est plans, des plans. Mais les états-majors sont faits pour faire des plans. Non, écoutez, de toute façon, dire la façon dont Staline s'est quand même comporté d'une manière tellement étrange, refusant tous les avis, enfin toutes les mises en garde, aussi bien naturellement du côté de ses propres services de l'orchestre rouge, et d'autre part, enfin des Anglais qui lui ont pratiquement apporté, enfin sur un plateau d'argent, absolument le plan de l'attaque et la chronologie. Il n'a jamais voulu croire que les Allemands l'attaqueraient, oui. Ça c'est sûr. Oui. Et en même temps, le fait que les communistes russes ont toujours eu jusqu'au bout, enfin, le désir d'une paix séparée. Oui, on le pense, oui. Ah mais on ne le pense pas, je crois qu'on en a les preuves. Il est certain qu'on a appris depuis que tout de même en fin 41, Beria avait été envoyé pour négocier par le canal de la Bulgarie. Ça c'est vrai, on le sait maintenant. Mm-hmm. Les Russes ont accepté de le dire. Ils nous raconteront sûrement encore un certain nombre de choses comme ça qu'on ne sait pas. On a dit aussi qu'en 43, Molotov et Ribbentrop s'étaient rencontrés à Vinitsa pour discuter aussi d'une paix séparée. Oui, et je crois que finalement, j'ai lu, enfin, sous des plumes assez sérieuses, apparemment, que Kraut-Kramer dit que encore au début de 44, enfin fin 43 qu'à 44, Staline est prête à faire une paix séparée avec l'Allemagne. Si l'Allemagne avait accepté. Oui, mais il exigeait de l'Allemagne qu'elle retourne sur ses frontières de départ. Et ça, c'était difficile à accepter. À ce moment-là, en 43. Oui, c'était difficile à accepter pour les Oui, Allemands. mais fin 43. Mais par contre, je pense que en 41, 42, ça ne doit pas être les frontières de... Enfin, ça ne s'est pas fait, de toute façon. Ça ne s'est pas fait, oui. Oui, mais enfin, c'est quand même... Mais ça, c'est aussi, je crois que c'est quand même une chose qui est très importante et qu'on a beaucoup de peine à comprendre après coup. Et d'autre part, quand on a vécu ça existentiellement, je crois que je suis plus âgé que vous, commandant. Il n'est pas indiscret de vous demander votre date de naissance. 1924, oui. Ah bon, je croyais que vous étiez plus jeune. Moi, je suis né en 23, donc on a à peu près la même mémoire, par conséquent. Mais quand... c'est vrai que finalement, cette alliance hétéroclite... nos chers alliés, n'est-ce pas, on faisait beaucoup de bruit autour, mais c'était quand même une alliance étonnante et finalement pas tellement bien soudée. D'ailleurs, je crois que maintenant, on a tous les éléments, de même qu'il y a eu incontestablement toute une mythologie, et parce qu'ils se sont admirablement entendus à la faire circuler, qui a pratiquement... fait porter le mérite de la victoire essentiellement sur l'URSS, alors qu'en réalité la Russie sort complètement, l'URSS sort complètement écrasée, amoindrie de la gigantesque offensive de 41,
que finalement, ils sont portés. D'ailleurs, les historiens russes que nous avons entendus l'année dernière à Caen nous l'ont confirmé. Ils ont été littéralement portés par les Américains, d'une part pour le matériel, et naturellement, bien sûr, par le patriotisme de ces paysans russes, enfin, qui avaient été traités avec tellement de dureté, de bêtises par les nazis, c'est que précisément, oui, l'ennemi s'approche du Volga, vieux fleuve russe. Enfin, ce sont des êtres, des hommes qui défendent leur terre, qui défendent leur patrie. Les barbares germaniques ont détruit les icônes de Novgorod, comme disait l'ancien séminariste Staline. Tout cela, évidemment, c'est quand même une gigantesque déchirure. Par conséquent, c'est vrai que il y a toute une mythologie que l'on a. Il fallait vivre avec, parce que sinon on n'aurait pas pu vivre. Mais en même temps, et puis aussi une façon d'histoire, de réécrire l'histoire après coup. Et puis alors il y a eu quand même pendant 30 ou 40 ans une sorte d'OPA, surtout l'enseignement de l'histoire et particulièrement l'enseignement dans le second degré. Il y a eu enfin la grande OPA communiste, enfin qui a falsifié totalement l'histoire d'une façon. Enfin, puisque après tout, le communisme, ça fonctionne sur la falsification de l'histoire. Alors maintenant qu'on en a naturellement les éléments, on peut essayer de se débarrasser de cette falsification. Donc alors maintenant, si vous me permettez, commandant, ces quelques réflexions étant lâchées, racontez-nous, évidemment, cette opération qui est en partie loupée, dans le détail, qui est globalement quand même réussie, puisque finalement, l'essentiel de ce qui reste des forces françaises va rentrer dans la guerre et dans le bon camp, dans le camp de la victoire, et quand même, dans le camp, disons, de la justice relative par rapport à l'horreur absolue qui est en face. Alors, 42, racontez-nous ça. 42, c'est une année, évidemment. C'est tournant. L'opération Storch. Oui. C'est une opération très importante pour l'Europe. Oui, est-ce que pour la France, c'est vraiment le tournant de l'histoire ? On peut en discuter, parce qu'on peut peut-être penser que malgré tout, l'armistice de Rotonde est peut-être le vrai tournant de l'histoire de la France quand même durant le XXe siècle. Alors il est certain que l'année 1942 est un virage, mais et qui va jouer un rôle naturellement quand même très important. Ce virage, est-ce qu'il a été bien pris ? C'est la question que l'on peut se poser naturellement. Il aurait pu être plus mal pris, donc pour se consoler. Alors comme on ça. Peut se consoler en disant que ça aurait pu être pire. Que malgré tout, effectivement, le fait que les Allemands soient arrivés en Tunisie et qu'on les ait laissés venir, en fin de compte, sans véritablement s'y opposer, en définitive, il est certain qu'ils vont laisser 300 000 prisonniers lorsque on arrivera à Tunis, c'est-à-dire que, en fin de compte, la bataille de Tunisie, comme on l'appelle, aura coûté aussi cher que Stalingrad. Donc, d'une certaine manière... Aux Allemands. Oui, d'ailleurs, Kraut-Kramer dit, dans son livre, que finalement, ce n'est pas Stalingrad qui est important, c'est l'opération Storch. Bien entendu, parce qu'elle va coûter donc 300 000 hommes aux Allemands, ce qui est colossal, bien sûr. Prisonniers pour l'essentiel. Et une grande quantité de matériel, bien entendu. Et puis alors, au deuxième degré, elle crée un affaiblissement psychologique chez les Italiens absolument définitif. Qui vont s'effondrer. Les Allemands, qui déjà doutent sérieusement de la volonté de combative et de résistance des Italiens, savent très bien que les Italiens ne vont pas tenir le choc. D'ailleurs, c'est si vrai que certains Allemands ont même déclaré que l'opération Torche n'aurait pas dû être conduite sur les côtes françaises, mais directement sur les côtes italiennes, et qu'elles auraient causé très certainement l'effondrement de l'Italie de la même façon
que les Italiens non plus n'auraient pas pu résister si... que les Américains auraient dû débarquer en Italie. En Italie, carrément. Au lieu de débarquer sur la côte marocaine, ils auraient dû carrément aller débarquer dans le golfe de Salerne, comme ils l'ont fait. Il leur fallait des bases, quand même. Oui, si vous voulez, il leur fallait des bases. Mais en s'exprimant de la sorte, les Allemands ont laissé comprendre qu'ils n'avaient pas beaucoup confiance non plus dans les capacités de résistance de l'Italie. Et c'était une façon de dire que si ce débarquement avait été conduit avec beaucoup d'énergie, l'Italie serait peut-être effondrée dès ce moment-là. Bon, enfin, c'est une hypothèse. L'Italie s'est effondrée 6 mois plus tard. Enfin. Alors, 1 an plus tard, pratiquement, quoi. Oui, 6 mois plus tard, c'est ça, oui. Après, à partir du moment où les Alliés... Sicile, c'est au mois d'août. C'est au 15 août, me semble. C'est le 15 août, 43. Oui, 15 août 43, oui. Ah oui, quand même, c'est vrai. Bon, alors il faut... Puis après, le débarquement de Salerne, en septembre, et puis la capitulation, donc, des Italiens. Donc, à partir de ce moment-là, c'était réglé, quoi. Oui. Bon. Donc, il est sûr que le retour des Américains et des Alliés en Europe, en occupant toute la plateforme d'Afrique du Nord, a été une très grande victoire pour les Alliés sur le plan politique, puisqu'ils revenaient en Europe avec une victoire, bien sûr. Ils s'occupaient en plus un tremplin de départ qui était idéal justement pour prendre le contrôle de la Méditerranée, c'est-à-dire le flanc sud de l'Europe, et par là même, naturellement, s'attaquer sur le point le plus faible, qui était l'Italie. Et là, il faut reconnaître que leur stratégie a été bien élaborée et en fin de compte bien conduite, puisque ça s'est bien terminé comme il l'avait naturellement calculé. La prise de Rome, c'est quand? Alors, la prise de Rome, c'est l'année d'après. Oui, c'est mai 44, c'est avril ou mai 44? Oh non, c'est plus tard, je n'ai plus moi la date dans la tête, mais c'est plus tard. Oui, c'est 44. Je me demande même si le grand défilé dans Rome n'est pas début juin. N'est pas début juin. C'est-à-dire, ça coïncide à peu de choses près avec le débarquement. Oui, ça coïncide à peu de choses près avec le débarquement. C'est ça, oui, d'accord. Bon, par conséquent, oui, mais enfin là, naturellement, ils sont très accrochés. Et puis alors, dans le fond, il y aura le 15 août, alors il y aura naturellement dans le débarquement. Ça, c'est autre chose. Mais alors, il est certain que dans son ouvrage, donc Kraut-Kramer décrit assez bien toutes les évolutions internes, enfin pas toutes, parce que une partie des évolutions internes. Alors, racontez-nous le rôle glorieux de Monseigneur. Le rôle glorieux de Monseigneur, il est sûr qu'à cette époque-là, le comte de Paris, lui, réside au Maroc espagnol, à Larache. Bon, et naturellement, il est devenu le prétendant officiel à partir du moment où son père est mort, la date exacte, je ne sais plus, c'est juillet 40, le duc de Guise est décédé en juillet 40, bon, il est devenu donc le prétendant officiel. Alors, il a une position tout à fait particulière parce qu'il a vu s'effondrer en fin de compte la République. Bon, bien entendu, donc il pense que... Donc il offre ses services. Il offre que son heure a sonné, il offre ses services. Bon. Alors Kraut-Kramer a été beaucoup cherché justement dans les documents britanniques. Il le fait avec beaucoup d'éclectisme finalement. Et alors, il frappe à toutes les portes. Et alors, il est certain qu'à cette époque-là, il y a eu des analyses qui ont été faites au Foreign Office et qui ont pensé que justement, après tout, il était peut-être possible que le comte de Paris puisse jouer un rôle dans l'évolution de l'Afrique du Nord, d'autant... Les Anglais ont pensé ça. Mais ils ont pensé ça, d'autant qu'ils ont eux-mêmes essayé de prendre contact avec Végan, qui n'a pas voulu répondre, n'est-ce pas? Donc il faut trouver un correspondant, et ils ont certainement fait des efforts dans ce sens. Mais à cette époque, Kraut-Kramer, lui, estime que le comte de Paris a envisagé avec une certaine ouverture cette possibilité, mais il y a aussi des documents qui laissent entendre qu'il n'y a pas cru, qu'il a plutôt considéré que comme toute sa fortune était en Angleterre, et qu'il avait donc besoin d'une autorisation pour pouvoir faire les transferts de fonds nécessaires. Ah, Monseigneur avait sa fortune en Angleterre? Il avait sa fortune en Angleterre. Ah bien, oui. Et alors il a pensé que c'était peut-être plutôt une
manière de chantage, en somme, une façon de lui dire, si vous voulez continuer à toucher vos royalties, eh bien, il faut que vous vous montriez compréhensif. Bon, alors il n'a pas beaucoup apprécié cette situation. En réalité, pendant tous les 2 ans où il a été là-bas, il a quand même pris contact avec Pétain plusieurs fois. Il lui a écrit plusieurs fois des lettres. D'ailleurs, avec Laval aussi, je crois. Non, pas avec Laval. Pas avec Laval proprement dit. Non, il a pris contact avec Pétain. D'ailleurs, les lettres qu'il a écrites maintenant sont connues. Il a pris contact aussi avec Darlan. Oui, bien sûr. Bon, les lettres, nous en avons publié une d'ailleurs. Oui. Bon, et dans ces lettres, il se montre plutôt, ma foi, un partisan des idées en général que développe Pétain à cette époque-là. Oui, bien sûr, il est révolutionnaire. D'ailleurs, il demandera à avoir un rendez-vous avec Pétain. Pétain lui enverra son aide de camp, le colonel Gorostarzu, pour essayer de comprendre pourquoi il insiste sur ce rendez-vous. Gorostarzu reviendra sans avoir eu une explication claire, mais il semblerait que Pétain se soit trompé en définitive, ou mépris, et il s'attendait peut-être à ce que le comte de Paris lui fasse justement peut-être certaines propositions qu'on lui aurait demandé de transmettre, n'est-ce pas, venant des Alliés, concernant justement un débarquement en Afrique du Nord, parce qu'on en parlait déjà beaucoup à l'été 42 d'un débarquement en Afrique du Nord. Tout le monde en parlait, bien entendu. Alors il l'a quand même autorisé à venir, et en fait, le comte de Paris n'avait pas de proposition particulière à lui faire. Bon, alors ensuite, le comte de Paris, comme on sait, essaiera de jouer un nouveau rôle lorsque Darlan prendra le pouvoir. Oui. À Alger, comme haut commissaire de France, et naturellement, le comte de Paris pensera, compte tenu des réflexions qui ont été faites par les Américains, en particulier la fameuse déclaration de Roosevelt disant que Darlan n'était qu'un expédient provisoire, eh bien, le comte de Paris pensera que, après tout, il a peut-être une possibilité de le remplacer et de prendre la suite. Disant que Darlan était un expédient provisoire, et alors il y a une lettre de Darlan que vous avez publiée, n'est-ce pas, qui est une lettre où... il répond à cette... C'est ça, où il dit qu'il n'a pas d'autre ambition, quant à lui, que de ramener l'Empire dans la guerre et de... Bien. Alors, remarquez, c'est toujours pareil, vous savez, tous les hommes politiques déclarent toujours qu'ils n'ont pas d'ambition personnelle et qu'ils n'ont que l'ambition de servir. Ah, c'est bien connu. C'est bien connu. Et nous avons un exemple éclatant en ce moment à la tête de la France. Enfin, je ne sais pas où on en sera dans 6 mois, mais enfin, de toute façon, c'est évident. Tout le monde se dévoue, c'est clair. C'est clair, oui. Bien. Alors, finalement, les événements même, pouvez-vous nous les rappeler ? Ces journées très, très chargées, enfin, qui sont les journées de novembre. Le fait, d'ailleurs, Darlan est là par hasard, n'est-ce pas ? Alors, est-ce qu'il est là par hasard ? Son fils est malade. C'est ça, on ne peut pas vraiment dire qu'il soit là par hasard. Non, c'est pas tout à fait exact. On sait maintenant d'une manière absolument certaine que Darlan avait commencé à reprendre des contacts avec les Américains. Il avait déjà commencé d'ailleurs à prendre des contacts avec les Britanniques. Nous avons d'ailleurs publié, le message qu'il a fait passer à Churchill, et message que j'ai d'ailleurs trouvé dans les archives britanniques. Donc ce qui prouve d'une façon certaine qu'il a bien repris contact avec Churchill. Et puis il a ensuite repris contact avec l'ambassadeur des États-Unis en Afrique du Nord, Murphy, n'est-ce pas, pour lui faire des propositions de service. Et effectivement, personnellement, je possède les exemplaires des messages que Murphy a expédiés, dans lesquels il rapporte les propositions de service que Darlan lui a fait dans l'éventualité où les Allemands voudraient intervenir en Afrique du Nord. Alors, ce que nous n'avons pas publié, et ce que raconte un petit peu Kraut-Kramer, c'est qu'à la suite de ces propositions de service, et que Murphy a donc transmis à Marshall à Londres, à Washington, Marshall les a immédiatement répercutés auprès d'Eisenhower, qui à ce moment-là était à Londres. Et puis Eisenhower les a montrés à Churchill.
Et alors Churchill a fait pendant 2 jours des réunions avec les principaux membres intéressés au 10 Downing Street pour étudier les propositions de service de Darlan, parce que c'était quand même quelque chose de très important. Ça s'est passé le 17 octobre 1942. Quelques jours avant le débarquement. Pratiquement, 15 jours en gros avant, n'est-ce pas, pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Bon. Alors, les Américains étaient plutôt favorables à prendre en compte les propositions de Darlan. Il faut bien se rappeler qu'Eisenhower n'était qu'un lieutenant-colonel de l'armée américaine, qui devait d'un seul coup conduire une opération de débarquement sur un territoire quand même qui était très grand, avec des forces qui étaient très peu entraînées, avec du matériel neuf. Bon, et il se disait, si j'ai le commandant en chef adverse dans ma poche, ça va me simplifier la tâche. Ça va considérablement me simplifier la tâche. Ça, c'était très simple, bien entendu. Et les Britanniques étaient plus hésitants, et il semblerait que ce soit, en fin de compte, le chef de l'intelligence service, Menzies, le fameux colonel Menzies, qui lui était tout à fait francophobe, depuis très longtemps d'ailleurs, qui a fait penser la balance d'une manière négative en disant non, il ne faut surtout pas faire confiance à Darlan, vous ne savez absolument pas véritablement où il va vous entraîner, qu'est-ce qui vous dit qu'il dit véritablement la vérité, et il a déjà dit tellement de choses anti-britanniques dans le passé. Alors en fin de compte, on n'a pas pris en compte véritablement les propositions de Darlan. Bon, c'est certainement dommage, d'une certaine manière. L'histoire ça aura quand même évité de la casse. Bêtement. Oui. Et puis, deuxièmement, on sait que, aussi, maintenant, Darlan avait programmé le transfert de la flotte à Mercey-le-Kébir, puisque nous avons trouvé la directive qu'il avait écrite de sa propre main, dans cette perspective, le plan de mouillage qu'il avait accepté pour la flotte, n'est-ce pas, après l'avoir corrigé d'ailleurs, le premier plan avait été corrigé par lui. Donc il est certain que s'il avait été intégré dans l'opération, ça serait passé d'une manière différente. Oui, on aurait sauvé la flotte. On aurait sauvé la flotte. Ça a été finalement... On aurait sauvé la flotte, sûrement la flotte de guerre, bien sûr, mais on aurait sûrement sauvé aussi une partie de la flotte de commerce. Oui. Par la force des choses. Évidemment. Oui, bien sûr. Et puis vraisemblablement, on aurait évité le débarquement sur Tunisie. Et puis alors, les réactions allemandes en Tunisie n'auraient pas été évidemment similaires, ça c'est certain. Puis on aurait évité de faire tuer tous les gens qu'on a fait tuer quand même, c'est bien vrai aussi. Combien ? Je crois que... Comment ? Combien ? Oh non, on a dû faire tuer un bon millier d'hommes, 1200, quelque chose comme 1200. 1200, oui, les blessés, je crois, on a eu 1200, oui. 1200. Enfin... Bêtement, oui. Oui, c'est évidemment. Enfin, ça, c'est difficile. Maintenant, on peut plus revenir. Il y avait quand même, quel que soit le niveau de communication, il y a des niveaux de communication. Enfin, vous avez montré d'ailleurs constamment, les ponts ne sont pas coupés entre Vichy et les Anglais, entre Vichy et les Américains surtout. Enfin, il y a quand même aussi des niveaux de méfiance. C'est vrai, on ne sait pas exactement qui est en face, sur qui on peut compter. Puis alors, il y a aussi à Londres, il y a la position de Gaulle qui estime qu'il a une priorité. Puis alors, il y a aussi, naturellement, cette excommunication à l'égard de le fait d'avoir lancé l'ostracisme tout de suite, contre la trahison, évidemment, en disant que tous les autres avaient trahi, étaient des traîtres, étaient des gens qui travaillaient pour les Allemands. On comprend bien que dans un besoin de tendre les énergies, c'était difficile de faire autrement, mais enfin, il faut dire qu'après, ça ne facilite pas la tâche. Quand on traite les gens officiellement pour des traîtres, etc., c'est quand même pas commode quand après on a besoin d'eux. Ah, ça c'est certain, oui. Les problèmes psychologiques, là, ont joué un grand rôle, ça c'est sûr. Je crois que c'est très net. Il y a des blessures, n'est-ce pas ? C'est vrai qu'il y a eu, nous l'avions montré en 1940, qu'il y a eu cette blessure
D'ailleurs, qui est tout à fait compréhensible, parce qu'à la limite, là, en l'occurrence, on ne peut pas accuser les Anglais, ils ne peuvent pas faire autrement, et de toute façon, ils ont quand même, ils ont redressé la situation in extremis, ils ont fait un fantastique virage sur l'aile au mois de mai 1940, parce que il faut bien dire que le sort du monde a quand même tenu, selon l'expression classique, enfin, qu'aussi peu d'hommes, enfin, ont tenu tant de vie et tant de destin, si vous voulez, dans leurs mains. Mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il y a une faille, il y a une cassure qui s'est produite. Et là, justement, 1942, le mois de novembre 1942, alors si on regarde les choses avec recul, on peut se dire que ça s'est bien passé. Mais vous avez également, commandant, dans une conversation que nous avions eue, je crois, par téléphone, vous m'avez dit une chose qui m'a beaucoup frappé. Vous m'avez dit finalement, bon, psychologiquement, la perte de la flotte à Toulon, c'est un coup très dur. C'est un coup très dur pour la France, c'est un coup très dur parce que là aussi, il y a eu des vies humaines. Mais vous dites, dans le fond, cette flotte ne valait plus grand-chose. Oui, il est certain. Vous maintenez ce jugement. Oui, il est certain que pour Pétain, tant qu'il a eu autour de lui donc les 2/5 du territoire, l'Empire et la flotte, il représentait encore quelque chose, c'est bien vrai. Et cette flotte française turlupinait absolument tout le monde. Les Anglais avaient une seule inquiétude, c'est que les Allemands s'en emparent. Les Américains avaient exactement la même inquiétude. Les Italiens, eux, étaient très inquiets de voir qu'ils se faisaient couler leurs bateaux par les Anglais et que les bateaux français continuaient d'exister. Et ils disaient, mais à la fin de la guerre, les Français auront leur flotte intacte et nous, on aura perdu toute notre flotte. Donc ils étaient aussi tout à fait mécontents de cette situation. Donc la flotte française a effectivement été un capital politique très important jusqu'à cette époque de 1942. Et, curieusement d'ailleurs, quand on examine les documents, on s'aperçoit que les Britanniques s'attendaient à la voir appareillée de Toulon, n'est-ce pas, et pour venir au secours des troupes légales, comme on disait, n'est-ce pas, du pouvoir légal en Afrique du Nord au moment où ils allaient débarquer. Ils avaient placé 5 sous-marins au large de Toulon avant le 8 novembre et ils avaient comme mission de torpiller tous les bateaux qui seraient sortis. Bon. Ce qui fait qu'ils ne croyaient pas véritablement à la possibilité... Un ralliement. Bon, les bateaux sont restés jusqu'au 14, je crois me souvenir. Bon. Par contre... il est certain que, d'une certaine manière, de Laborde, qui commençait farouchement anglophone, lui aurait dû normalement, après le 11 novembre, appareiller en direction de l'Afrique, parce qu'il avait des ordres permanents qui lui disaient que si les Allemands franchissaient la ligne de débarcation... Il devait immédiatement appareiller. Il devait appareiller. Bon, il a brûlé ses ordres, bon, on ne les a jamais retrouvés, mais on sait qu'il les avait. Et... qui fait que, bon, ben malheureusement, la flotte s'est sabordée. Mais enfin, si on regarde de quoi elle était composée, cette flotte, bon, il y avait un cuirassé qui était donc le Strasbourg, qui était quand même un bâtiment qui datait de 1936. Bon. Il y avait un autre cuirassé qui était encore plus ancien, qui était un cuirassé fondu. Il y avait quelques croiseurs de 10 000 tonnes qui dataient de 1932-33. Et puis... c'est très vieux, ça faisait 10 ans quand même. Ah oui, mais c'est quand même considérable déjà pour un bâtiment. L'âge moyen de la flotte, pratiquement, c'est à peu près 10 ans. Bon. Mais surtout, ces bateaux-là étaient des bateaux qui avaient été conçus à une époque où on s'attendait à faire la guerre au canon, essentiellement. Or, en 1942, on ne fait plus la guerre au canon, on fait la guerre contre les sous-marins. C'est le moment où la bataille de l'Atlantique n'est pas encore gagnée par les Britanniques. Les Britanniques, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin d'escorteurs qui tiennent bien la mer, qui aient des jambes très longues, qui soient équipés avec du matériel de détection, anti-sous-marin, de détection de surface, avec toutes sortes de moyens que les bâtiments de la marine française ne possèdent pas, puisque depuis 1940, ils n'ont pas le droit de faire la moindre modification à leur matériel. Donc, tous ces navires, si on avait pu les récupérer, n'auraient pas été d'un appoint capital. Il aurait fallu de façon les transformer. D'ailleurs, tous les bateaux qu'on va trouver en Afrique du Nord, on va tous les envoyer aux États-Unis, où ils vont tous rester
4-5 mois, on va leur mettre de la DCA, on va remettre des canons de 40, des canons de 20 mm, on va leur donner des radars, on va leur apprendre quelle est la guerre moderne, parce que les tactiques de guerre ont complètement été modifiées, évidemment, en l'espace de 2 ans. Et en plus, à ce moment-là, l'industrie américaine produit un destroyer d'escorte par jour. Par jour. Vous vous rendez compte, par jour, c'est pas une plaisanterie. Alors, certes, le capital... Il aurait mieux fallu que ce soit à Bercel-Guébir, c'est incontestable. Il est certain que ça aurait été un appoint. Un très beau ne serait-ce que pour la suite, mais ce n'était qu'un élément d'appoint. Puis psychologique, alors psychologiquement, ça aurait été un très grand succès pour Darlan, ça c'est sûr. Non, mais pour la France. Et pour la France aussi. Bon, ça, il n'y a aucun doute. Bon, il y avait à peu près 25 000 hommes sur ces bateaux. Bon, ils auraient été naturellement... on les aurait utilisés, bien entendu, mais... Dans la bataille telle qu'elle se présentait, c'est évident. Pour la France, c'était une bonne chose pour la France. Pour la France, c'était une chose magnifique. Naturellement, pour le mais au niveau global, Eternitatis, ça ne déplaçait pas la fin de la guerre de 24 heures. Ça ne déplaçait pas la fin de la guerre. Non, c'est évidemment quelque chose de... C'est dommage évidemment que ce retour n'a pas été totalement réussi. Il aurait pu être bien. Il y a le phénomène étonnant qui est le phénomène Giraud. Ça, le phénomène Giraud. Alors justement, à Crotte-Camer, on parle beaucoup de ce phénomène. Il a l'air de dire que finalement, Giraud a bénéficié de complicité allemande. Il laisse entendre qu'il serait sorti avec des complicités de Königstein, oui, c'est certain. Oui. Peut-être des complicités d'ailleurs qui sont... Enfin, c'est très difficile, elles sont ambiguës parce qu'il raconte que Giraud avait réussi, Giraud qui n'était pas un sot, Giraud qui savait l'allemand, qui s'était perfectionné en allemand, que Giraud avait réussi, avait dit, n'est-ce pas, que, dans le fond, en Afrique, vous vous y attendez pas. Nous, si nous étions là, vous verriez enfin ce que c'est. Et que par conséquent, il a l'air d'insinuer que finalement, il y a peut-être pu y avoir, dans ces complicités allemandes, des complicités qui ne forcément ne tiraient pas contre leur camp, mais qui espéraient que ce Giraud, qui avait su les rouler, serait peut-être finalement un atout qui ferait rentrer l'Afrique française dans la guerre, mais du côté des Allemands. C'est ce qu'il a l'air d'insinuer. Vous n'êtes pas très convaincu? Non, je ne suis pas convaincu parce que en avril 1941, là, quand à la suite des pourparlers que Noguès entretenait avec les consuls américains, avec les Britanniques, pour améliorer le ravitaillement du Maroc, toutes ces négociations n'ont pas échappé aux Allemands et ils ont considéré que Noguès ne devenait plus crédible et qu'il fallait absolument le remplacer. Oui. Bon, alors Darlan leur a dit je vais vous faire des propositions. Et effectivement, un peu de temps après, il a adressé une note que nous avons d'ailleurs publiée, qui existe dans les archives. Il a proposé que Giraud soit libéré de Königstein pour être nommé résident général au Maroc. Bon, quand le document est arrivé à la commission d'armistice allemande, la Vogel a eu un sursaut en voyant une telle demande qui lui paraissait absolument impensable. Et il a transmis le papier à Keitel, qui l'a montré à Hitler, c'est revenu absolument... Niet, absolument. Oui, plutôt nein. Oui, bon. Donc les Allemands se faisaient quand même, d'une certaine manière, une grande idée du général Giraud. Écoutez, Giraud était... Et d'ailleurs, dès qu'il a été libéré, enfin, dès qu'il a été libéré, c'est pas le mot, dès qu'il est arrivé en zone libre, tout de suite, les Allemands ont dit, il y a eu beaucoup de choses qui ont été envisagées. On avait envisagé de l'assassiner. Abetz avait fait des... Et il avait déjeuné avec le maréchal Pétain. Voilà, il l'avait reçu d'ailleurs royalement. Abetz avait fait des propositions pour essayer de l'assassiner, et ainsi de suite. Bon, enfin, et ils avaient tous très peur, dès ce moment-là, qu'il passe en Afrique pour remplacer Weygand, justement, et remettre l'Afrique en guerre. Giraud passait pour un des meilleurs généraux de l'armée française. D'ailleurs, c'est lui qui commandait toutes les réserves qui avaient été envoyées en Belgique. N'est-ce pas? C'est bien ça. C'est lui qui commandait toutes les réserves qui avaient été envoyées en Belgique. Et il faut dire qu'il s'est battu comme un lion.
D'ailleurs, il s'est fait prendre, enfin, c'était un général qui ne passait pas sa vie à 150 km derrière dans un château, mais qui était, dans le fond, il faut dire, comme un général allemand à cette époque-là, c'est-à-dire pratiquement en première ligne au milieu de ses hommes. Donc c'est vrai qu'il avait une belle image. Ah oui, il avait une très grande image, ça c'est sûr, puisque les Allemands eux-mêmes le redoutaient d'une certaine façon. Oui, puisqu'ils le faisaient garder. Bon. Alors comment ça se fait quand même qu'il a réussi à ficher le camp? C'est vraiment une opération sportive. Écoutez, je crois qu'il y a déjà eu des gens qui ont raconté dans le détail. C'est rocambolesque. Comment le deuxième bureau avait organisé complètement son évacuation. Comment on lui avait envoyé toute cette corde qui était quand même nécessaire. Alors, c'est d'ailleurs ce que certains Allemands disent, et certains Allemands disent, mais comment un personnage autant surveillé a-t-il pu conserver une corde de 60 mètres de long sans qu'on puisse vraiment la découvrir à l'occasion des fouilles qui étaient exercées régulièrement dans sa cellule? Mais je crois que la cellule était assez confortable. En fait, il était traité. Bon, moi, je ne suis pas un expert personnellement de cette affaire, mais enfin, voilà la question que certains posent. Enfin, le fait est en tout cas que... Oui, alors après, naturellement, le brave général Giraud, qui, incontestablement, avait été un très bon militaire, mais qui devait déjà dès cette époque être de mauvaise santé, n'a pas... il s'est révélé ne faisant pas le poids, et assez rapidement d'ailleurs, on s'est rendu compte qu'il ne faisait pas le poids. Et donc, l'opération Giraud a tourné relativement court. Oui, d'une certaine manière, c'est sûr, oui. L'homme ne faisait pas le poids. Et alors là, vous avez naturellement l'assassinat de Darlan le 24 décembre 1942. Oui. Vous nous dites le dernier mot de l'histoire? Le dernier mot sur l'assassinat de Darlan, on ne connaît pas encore toute la vérité. Enfin, on connaît l'assassin. On connaît l'assassin. Bon, de la Chapelle. Beaucoup de témoins ont menti. Oui, c'est le rôle des témoins d'ailleurs. C'est le rôle des témoins. Témoins, ou bien ils ont déformé la vérité, ou bien ils se sont abstreints de dire tout ce qu'ils savaient, c'est sûr, oui. Ça... Vous avez écrit quelque chose dans votre Darlan sur la mort, et puis vous n'avez pas modifié un peu, non? Il semblerait qu'on va encore trouver sûrement des informations complémentaires, oui, ça c'est certain, oui. Et on aura beaucoup de mal quand même à déterminer s'il y a véritablement un responsable unique. Personnellement, je ne le crois pas. J'ai tendance à penser que... il gênait beaucoup de monde. Il gênait beaucoup de monde et... D'ailleurs, il se doutait un peu, il savait bien il a eu des inquiétudes, oui. Il a fait faire des enquêtes, mais il a fait faire des enquêtes par des gens qui étaient, dont je ne veux pas citer le nom, qui ne lui étaient pas favorables. Et on peut penser que les réponses qu'ils lui ont données n'étaient pas celles qu'il attendait. Bon, eh bien écoutez... Commandant, vous nous avez fait passer une heure agréable, après une deuxième heure agréable. Je rappelle donc que, outre le livre Les Papiers d'Arlan, dont vous êtes le co-éditeur avec Hervé Couteau-Begary, nous nous sommes pas mal inspirés du livre de Kraut-Kramer, les deux livres étant publiés l'un et l'autre par Economica et par le Mémorial de Caen. Tout compte fait, donc, c'est vrai que je pourrais donner en quelque sorte en conclusion cette remarque, si vous le permettez. C'est vrai que finalement, même ceux qui sont à des postes de haute responsabilité n'ont quand même pas une double ou triple vue, et que l'histoire, ça s'écrit après coup. Ça s'écrit beaucoup plus difficilement à l'avance. Et que dans une certaine mesure, tout est prévisible, certes, mais que rien n'est vraiment prévu dans le détail et surtout dans la chronologie. Et que par conséquent, mais que finalement, tout compte fait, il y a quand même à la fois des tendances lourdes qui font qu'à 30 ou 40 ans de distance, on peut se dire que ça n'aurait peut-être pas changé grand-chose. Mais enfin, la vie ne se vit pas dans les tendances lourdes.
la vie se joue au jour le jour. On peut dire que 1000 ou 1200 ou 1500 personnes tuées là. Naturellement, ils seraient tous morts maintenant, c'est évident, mais enfin quand même. Pour ceux qui sont Iketnak, là et maintenant, quelque part, ça change quand même quelque chose. Si bien que dans le fond, ben voilà, tout est prévisible, mais rien n'est prévu.